Bonjour et à nouveau une vidéo par rapport à l'HTML. Je reprendrai un petit peu les choses que nous avons faites la dernière fois dans notre première vidéo et tout en approfondissant sur de nouveaux concepts, notamment par rapport au dessin responsif. Donc c'est une partie de ce qui nous attarde, qui va être traité aujourd'hui. Des éléments à savoir, donc pour vous rappeler quel est l'objectif de bien coder, c'est notamment afin de pouvoir rentrer dans les prérogatives de la W3C. C'est un organisme qui a normé le web. Nous avons vu, j'ai déjà parlé, notamment pour mes cours en présentiel, du fait que les sites internet qui sont bien codés vont avoir un meilleur référencement naturel. Bon, ça c'est un débat. Il y a divers webmasters, référenceurs qui signalent que non, qu'il y a ça n'apporte pas une véritable valeur ajoutée, mais il est vrai que ça peut quand même être important, notamment pour les sites qui n'ont pas énormément de trafic. Et donc du coup, même par rapport à la correction du web, par rapport à la construction des sites internet, une des prérogatives qu'il faut avoir, c'est au maximum coder, bien coder le site internet, bien faire le travail d'optimisation technique d'un site internet. Donc là, sur ce point-là, c'est important de garder ça en tête. Le référencement naturel va avoir un impact de par la façon dont le site il est construit, techniquement parlant. Et au niveau des éléments importants de référencement naturel, pour les référencements naturels, des zones très importantes pour de notre partie HTML qui sont vraiment particulièrement et qui doivent être traitées de façon particulièrement fine. Donc il y a déjà au niveau du head, donc on va avoir un petit peu plus d'avantages après. Mais les trois éléments qui sont très importants, c'est notamment le title au niveau de la zone HTML, head, au niveau de ces heads aussi, les différentes balises méta. Ça c'est important, mais un concept que j'avais pas traité en cours jusqu'à maintenant, c'est le type de HTML, notamment parce que pour l'instant je n'avais pas expliqué que il n'existe pas qu'une seule version d'HTML, il y a diverses versions d'HTML et qui vont de la version 1.1 jusqu'à la version 5 qui est la version actuellement la plus en vogue et la plus utilisée, celle qui est contemporaine, donc la version 5. Et pour déterminer que nous sommes en train de travailler sur une déterminée version, ben, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de notre HTML? Dès lorsqu'on est en train de travailler, ben, nous on doit signifier par un énoncé que nous on est en train de travailler sur l'HTML5. Donc ce type d'énoncé est valise ouvrante, ouverture des valises, signalement de commentaires, doctype en majuscule HTML, fermeture, nous indique ou indique plutôt au navigateur que nous sommes en train de travailler sur du HTML ou que nous sommes en train de présenter une feuille écrite en HTML5. Donc ça c'est important, c'est quelque chose que je n'ai pas indiqué auparavant, mais ça c'est très important afin que les balises que nous on va présenter au niveau de notre codage soient bien interprétées. Il faut indiquer qu'on est en train de travailler sur une version d'HTML dont celle que je vous apprends actuellement c'est la version HTML5. C'est important de garder ça en tête. Donc, par la suite, un petit rappel des types de balises. Donc, les balises avec fermeture, donc les balises comme par exemple le HTML et sa valise fermante, la valise head et sa valise fermante, la valise body, sa valise fermante, la valise div, c'est une balise très importante que nous allons utiliser énormément, et sa correspondante fermeture. Donc ça c'est important. Et les balises auto-fermantes, comme je vous les présente ici, la plus importante, c'est qu'on va utiliser davantage, c'est la valise IMG. Une balise qui pour l'instant je n'ai pas présenté plus que ça, mais elle est importante, c'est la balise BR qui, au niveau de la structuration de notre page, lorsqu'on est en train d'écrire du code et du texte, la balise BR va signifier un saut à la ligne.
Donc ça c'est important, notamment pour les personnes qui doivent forcer un saut à la ligne, qui ne peuvent pas le faire pour l'instant. Avec ce que je vous ai appris au niveau de la CSS, c'est pas très simple de forcer des fois les sauts à la ligne, mais la balise BR permet de faire ça. Attention, il vaut mieux ne pas savoir utiliser cette balise et du fait que les sauts à la ligne peuvent être signifiés par d'autres types d'éléments et que la balise BR, du fait que c'est un saut à la ligne fait en HTML, implique de la mise en page. Et je vous ai indiqué que la mise en page c'est fait par la CSS, pas directement en HTML. Et donc du coup, le fait d'inclure la balise BR, ça implique de mettre davantage de code au niveau d'un site internet et par rapport au contenu. Et ça, c'est très important. Rappelez-vous qu'il faut mettre davantage de contenu que de code dans la mesure de possible. Et si on trouve énormément de contenu, de code, ça impliquerait que notre site peut repérer comme si c'était un site de spam. Donc c'est important de ne pas mettre trop de code. Et une autre valise très importante, la valise méta. On l'a vu, c'est une valise hyper nécessaire pour le référencement naturel. Donc, il s'agit d'une balise auto-fermante. Qu'est-ce que je peux dire d'autre pour arriver à une quatrième balise auto-fermante importante? La balise link. Nous, on a fait appel à cette balise lorsqu'on a fait notre liaison vers la CSS. Et ça, on l'a fait au niveau du head. Donc, cette balise link peut être utilisée par exemple pour cette option-là de lier ou de chercher notre face de style qui se trouve dans notre dossier ou ailleurs et afin de rendre le style à notre HTML. Donc voilà, c'est une balise aussi auto-fermante. C'est important de garder ça en tête. On a vu au niveau des balises que ces balises ils peuvent avoir aussi des attributs, c'est-à-dire qu'on peut affecter des éléments assez importants, on peut étendre les actions effectuées au sein d'une balise, donc on peut lier cette balise à une classe ou à un sélecteur CSS afin de modifier le graphisme, les positions, etc. de la balise que nous souhaitons. Et pour ce faire, j'explique à nouveau ça. Donc toutes les balises peuvent avoir des attributs. C'est pas obligatoire, mais dès lorsqu'on souhaite travailler le graphisme, ou donner élargir les possibilités de contenu d'une balise, il faut ajouter un attribut. Les attributs ne doivent être qu'au niveau de la balise ouvrante. Donc ça c'est important. Ils ne doivent pas être placés au niveau de la balise fermante. Ils ne sont pas nécessaires. Et ça peut même correspondre à une erreur. Si j'ajoute un attribut ici, ça marche pas. Et en plus que ça donnerait ou ça effectuerait aucune action. Donc du coup les attributs doivent être ajoutés à la balise ouvrante et il faut que dès lorsque on énonce un attribut, on doit énoncer ou on doit ajouter une valeur. Nous on peut pas avoir ça. Le cas où il y a un attribut sans valeur, c'est pas possible. Et aussi une chose importante au niveau des attributs, on peut avoir plusieurs attributs dans une balise ouvrante. Dans une balise, parce que là le fait de dire dans une balise ouvrante, ce serait nécessaire. Là on sait que les balises, qu'on ne doit ajouter les attributs qui dans les balises ouvrantes, donc ajouter dans les balises ouvrantes, c'est pas nécessaire. Je vais faire ça. Si on ne n'est pas faire des erreurs. Donc là, je peux dire par exemple que ce div, il a un attribut ID. Et je peux avoir pareil. Je peux compiler, je peux ajouter un autre attribut. Ça peut être l'attribut le class, comme nous l'avons vu, parce que pour notre exercice, on a mis à certains divs, on a mis un ID et on a mis aussi une classe. Et ça peut être ma classe. Sans espace. Voilà, donc ça c'est important de les garder en tête. On peut ajouter à une même balise autant d'attributs que nécessaire. Ça posera aucun problème.
Voilà, donc ça c'est important de l'ajouter. Un autre élément important, je pense qu'il faut souligner, c'est les sélecteurs CSS. Donc au niveau de ça, rappelez-vous, nous on a indiqué qu'il y a deux sélecteurs importants, d'accord? Donc les sélecteurs ID. Comme nous l'avons indiqué pendant le cours, les sélecteurs ID vont faire appel à un seul élément au niveau de toute une page internet. On va pas parler d'un site internet, on va parler d'une page. Donc dès lors qu'on souhaite toucher un seul et un élément en particulier, on fait appel aux ID. Par contre, on peut avoir au niveau de tout notre site internet plusieurs ID. Et je vais dire par là que notre CSS, dès lorsqu'on a établi notre CSS, on peut générer l'ID, par exemple ID title, et tous les titres de toutes les pages internet vont prendre les caractéristiques inscrites par les règles CSS qu'on a mis en place pour l'ID title. Et les classes, elles vont faire appel ou elles vont affecter à plusieurs éléments de la page. Donc nous on l'a vu dans notre exemple, je vais l'ouvrir pour que ce soit plus clair. Ici on a créé un div container centre, lequel est unique. Pareil, là ici on a un div ID contenu centre qui est complètement différent de container centre, c'est le div contenu centre. Et ces deux-là, ils sont des caractéristiques ou des règles ID particulières, exclusives à eux, tandis que nous avons créé une classe bloc, laquelle reprise aussi par d'autres divs. Donc par exemple, ce div avec un ID contenu conteneur gauche, il reprend aussi la classe bloc. Et la classe bloc, on l'a vu, elle a certaines caractéristiques qui sont communes à tous ces éléments. Sinon, on regarde dans notre Firefox, ça donne. Donc le bloc, ces blocs, si je change la couleur, je mets voilà. Mais lorsque j'affecte une classe qui est prise ou qui est rappelée dans différents ID, donc tous les ID vont être modifiés. Je remets tel qu'il était. Voilà, donc ça c'est très important de l'ajouter. Et pareil, un autre élément qui est très important, dès lorsqu'on fait appel à une classe, on utilise le point. Et dès lorsqu'on va faire appel à un ID, on utilise le DS. Attention, je l'ai déjà souligné plusieurs fois, je le souligne encore, quand on est en train de travailler sur le web, on parle de DS, on ne parle pas de hashtag. Hashtag, on va l'utiliser davantage quand on est en train de parler des réseaux sociaux. Mais le DS, notamment dès lorsqu'on est en train de travailler en français, ça va correspondre directement au codage, d'accord? Le hashtag, on le laissera pour les réseaux sociaux. Donc, le symbole DS, c'est pour le... Donc ici, bloc, ça va être pour les classes. Symbole, donc c'est symbole, CSS, dans la CSS, pour signifier les classes. Le DS, donc je reprends ici un exemple que nous sommes en train de travailler. Donc conteneur gauche, le DS, symbole pour signifier les ID. D'accord? Donc ça c'est très important. Et notamment que si nous on fait par exemple au niveau de cet élément, au niveau des ID, si on ajoute plusieurs ID à notre page et ou une même ID qu'on appelle plusieurs fois à notre page, ça va être interprété comme une erreur W3C. Donc du coup, notre page ne va pas être valide. Donc c'est important de garder ça en tête. Je continue.
Donc, par rapport à la structure HTML, c'est un petit rappel de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Euh, Élément très important, donc l'HTML. Pour l'instant, je suis en train de le faire pour vous. Toujours cette logique des valises ouvrantes fermantes. Dès lorsqu'il s'agit d'une valise ouvrante fermante, dès lorsqu'il s'agit d'une valise qui nécessite une valise fermante. Si c'est une valise auto-fermante, on sait qu'il faut placer sa fermeture. Donc, très important dans les éléments de l'HTML. Je vais enlever ça pour l'instant. Un des premiers éléments hyper important de l'HTML, la valise head, qui a une balise auto-fermante. Pardon. Un autre élément très important de l'HTML, c'est le body. Et là, je vous rappelle que c'est là où on met les contenus de site internet, les choses qu'on va voir dans le navigateur. Ça, c'est important de l'avoir. Au niveau des balises importantes du head, les choses qu'on trouve dans le head, comme je l'avais mis tout à l'heure, la balise title, les balises meta, parce que vous savez qu'il peut y avoir plusieurs balises meta, les balises link, parce qu'il peut y avoir aussi plusieurs balises link, et il y aura aussi une chose importante dans les balises, à l'intérieur du head, ça va être les balises script. Il s'agit d'une balise qui nécessite une balise fermante, bien que les balises script peuvent être aussi dans le body. On peut avoir des scripts qui sont à l'intérieur du body, chose qui n'est pas très conseillée, et chose qui est très conseillée, c'est de mettre tous les scripts entre la balise body et fermante et la balise HTML fermante. Si vous voyez bien ce que je vais dire, ces deux balises, la balise body fermante et la balise HTML fermante, sont les balises qui vont se retrouver plus au fond de notre page HTML. On va les voir. Si je prends une page HTML, celle-ci, tout simplement, je vais fermer mon U. Regardez, là j'ai une balise body fermante, une balise HTML fermante. Et si je veux faire les choses bien faites, je vais placer tous mes scripts dans cet endroit-là, dans l'espace qui se trouve entre la balise body fermante et la balise HTML fermante, afin que le temps de chargement de ma page soit optimisé. Si je mets les balises script, si je mets mon script au niveau du head, chose qui n'est pas forcément une erreur, mais ça impliquera, je l'avais déjà mis auparavant, mais ça impliquera que le navigateur internet où je suis en train de charger mon site doit charger les scripts avant du contenu du site internet en soi. Et les scripts, des fois, ne sont pas nécessaires directement au chargement. Donc, du coup, il est important de mettre ces scripts à la fin, afin que tout le contenu soit chargé. Et après, on charge les scripts qui ce sont des codes techniques, comme par exemple, il y a des scripts les plus importants, c'est Analytics. C'est les scripts qui permettent de tracer la fréquentation du site internet. Donc ça, c'est important. Dès lorsqu'on va mettre l'outil de traçage Analytics, on le met à la fin du site internet. Pareil, c'était pas forcément une erreur de ma part. Dès lorsqu'on veut faire du remarketing, on va charger aussi l'outil AdWords nécessaire pour ce faire. Et on conseille de les mettre donc du coup aussi entre la balise fermante body et la balise fermante HTML. Voilà, donc ça au niveau de la structure HTML, c'était un petit rappel. Et oui, au niveau des particularités, c'est important ça pour votre culture HTML, c'est le fait que, et notamment par rapport à l'exercice que nous sommes en train de faire, chaque navigateur a ses particularités, notamment on voit ça à partir d'Internet Explorer, parce que lui, en tant que navigateur propriétaire, est proposé des technicités particulières à lui-même. Et ce qui a posé des problèmes, notamment pour les intégrateurs web, le webmaster, etc. Il devait adapter le contenu, les choses qu'il faisait à ces navigateurs-là. Particulièrement, celui qui pose plus de problèmes, historiquement, c'est Internet Explorer 6. Mais on a retrouvé des problèmes même jusqu'à Internet Explorer 10.
et ce qui rend l'adaptation d'une page HTML plus complexe. Et bien qu'actuellement le fait de respecter les protocoles de la W3C aide à limiter les différences entre les navigateurs, mais il faut réfléchir que les navigateurs ont des différences et vont interpréter le code HTML différemment. Exemple de ça, au niveau de notre exercice, on a utilisé cette technique. Je vais les mettre tout en commun pour que ce soit plus clair. On a mis un grouper, c'est-à-dire un conteneur général de notre site internet. Ces groupers là, celui-ci. On a mis ces groupers afin de mettre tout notre contenu. Et à ces groupers, on a indiqué une largeur particulière. On a mis 90 pixels, mais on a dit que le marge au niveau de l'auteur de la partie haute et de la partie basse de notre page était de 0 et que les marges autant à droite et à gauche étaient automatiques, et ce qui nous a permis que si je modifie la taille la largeur, regardez ce qui se passe. Donc il me modifie aussi les marges autour de façon harmonique, donc du coup le contenu il est centré. Mais malheureusement cette technique ne fonctionne pas sur Internet Explorer 6 et même jusqu'au 10. Si je ne me trompe pas, il y a toujours cette problématique là. Donc du coup il faut créer on va dire on va contourner les problèmes grâce à une logique qui s'appelle le Media Queries. Et là je vais vous l'exposer ici. C'est ça la suite du cours. Donc le Media Queries, ça va être une logique dans la CSS qui va nous permettre de, pour un même contenu, l'adapter au navigateur, l'adapter à notre connecteur de façon encore plus fine. Et, parce qu'on va communiquer directement vers ce navigateur, vers cet outil-là. Exemple, nous on connaît très bien que le fait que sur un téléphone portable, le navigateur, si je suis en train d'utiliser un Android, ça va être un Chromium, mais si je suis en train d'utiliser un iPhone, ça va être le navigateur Safari, et qu'il a une taille particulière. On sait très bien que les iPhones ont un écran petit, et que si je change la disposition de mon téléphone, donc du coup il va changer aussi les contenus. Donc je peux m'attaquer à ça, je peux véritablement écrire du code afin que dès lorsque mon téléphone il se retrouve dans une certaine position, le contenu s'adapte à cette position là. Donc du coup si je prends mon téléphone et je le mets en horizontal, il va mettre le contenu adapté à la taille de l'écran, à la position du téléphone. Et comment je fais ça? Donc ceci est une technique qui se liée à la CSS. Donc nous, pour travailler, pour déjà indiquer qu'est-ce qu'on va faire, on doit faire des commentaires déjà pour on va dire faire un code propre. Donc je vous rappelle que les commentaires en CSS ils sont comme ça. Donc commentaires, je le mets ici et commentaire CSS. Pour rappel, commentaire HTML, c'est comme ça. Donc on utilisera des commentaires CSS parce qu'on est en train de travailler dans la CSS afin d'indiquer, bon, je suis en train de faire quoi. Donc je peux dire que je vais faire une media query pour les portables et pour au niveau du portrait et aussi en horizontal. Donc je fais smartphones, landscape. C'est un commentaire, donc c'est pour mon information, pour moi, là ce que je suis en train d'indiquer. Et donc du coup maintenant il faut que j'indique à mon navigateur qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc j'ai dit: écoute mon cher navigateur, à partir de maintenant je veux que tu ailles chercher une information particulière. Donc cette information elle est liée seulement à un certain média. Donc média
only. D'accord, donc là je suis en train de dire qu'on va se référer seulement à un type de médias particulier, et ces médias quel est ces médias. Donc on va dire que le média que nous on va attaquer, ça va être tous les écrans. Donc on doit les parler toujours, on doit les indiquer toujours en anglais, pardon. Screen, si lui il a bien marché, screen. Donc nous on va attaquer les écrans, et là j'ouvre des parenthèses. Toujours je mets des parenthèses fermantes, mais sur des sécurités, comme ça je ne vais pas me tromper. Et je vais dire que la taille minimale doit être, on va dire, toujours 2 points, parce que nous on est en train de faire de la CSS avec un petit peu d'espace, donc 320 pixels. Et tac, et largeur maximale. On va dire que pour que ce soit autant un portrait comme un horizontal, on va attaquer les 480 pixels. Oh, pourquoi il est parti là-bas? Pardon. 480 pixels. D'accord? Là je ferme, et à partir de là, afin que ce soit pris en compte, il faut que tout ça ce soit une règle CSS en général. Donc comment ça se verrait au niveau de notre CSS. Là c'est la CSS que nous on était en train de faire et qu'on a réussi pour arriver jusqu'au produit qui est celui-ci. J'ai mis cette règle là. À partir d'ici, je peux signaler des modifications. Donc, je peux prendre par exemple à nouveau le sélecteur bloc. Je l'ai mis ici, à partir d'ici. Donc, ça indique cette accolade ouvrante et cette accolade fermante. Ça signifie que tous les éléments que je vais inscrire ici ne concernent que les tailles minimales d'écran de 320 pixels et les tailles maximales d'écran de 480 pixels. Donc, si notre écran il fait plus de 480 pixels, bah, il va reprendre les règles CSS que j'ai mis auparavant. Et si notre écran il fait moins de 320 pixels, bah, il va reprendre ce que est marqué au niveau de ma CSS principale. Donc pour exemple, donc là je vais mettre, et on va mettre une couleur de fond, on va mettre black par exemple, pour l'instant, pour qu'on puisse voir et, les différences. J'enregistre, je profite pour vous expliquer rapidement une chose par rapport à la couleur. Rappelez-vous que quand on énonce la couleur avec un nom, on n'a pas besoin de mettre le dièse. Ça, on n'a pas besoin. Mais dès lorsque on énonce la couleur avec des codes hexadécimales, donc par exemple F c'est 6, et oui, c'est 6 pour l'hexadécimal, là pour le coup, oui, il faut ajouter un dièse. Mais lorsque c'est énoncé avec des caractères normaux, on n'a pas besoin d'énoncer la couleur. Donc en principe, ici, ça va rien affecter. Mais je vais réduire la taille de mon écran. Voilà. Donc là, oui, il a été pris en compte. Quand on se retrouve dans cette disposition-là, là, notre texte, il est devenu... notre fond, il est devenu tout en noir. Et tout est en noir. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure dans notre CSS. On avait demandé que lorsqu'il adaptait, qu'on arrivait à cette taille d'écran, bah, il fallait que toute la couleur de fond devienne noire. Donc là, il a pris en compte. Est-ce qu'il faut qu'on reprenne toutes les règles énoncées auparavant? Non. Et on doit seulement indiquer les choses qui vont être différentes de lorsqu'on se retrouve à cette taille-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici, on va énoncer les différents types de media query qu'on peut avoir. Je fais ça pour nettoyer un petit peu. Quels sont les différents media query qu'on peut avoir? Bah, ça dépend du dispositif. Donc, on va dire par exemple au dispositif et aux choses qu'on souhaite faire à notre projet. Donc, CTRL S, j'enregistre ça et on va regarder notre page. Donc, ça revient normal. Là, quand on est ici, on va dire que la taille maximale, on ne va pas la modifier. On va se dire que dès lorsque on réduit
notre taille d'écran, on va dire que ici, que cet élément formation reprenne l'espace qui a été laissé vide par le div droit. Donc quand on se retrouve ici, on fait le test, on le rétrécit, tac, et à partir de là, cet espace-là, on va lui dire, écoute, à partir de ce moment-là, tu me prends les 100%. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je veux voir quelle est la taille de mon écran, des divs. Ça c'est un outil que j'ai, ça s'appelle Webmaster Tool, Firefox. Donc là, si je modifie, vous voyez ici qu'il modifie, qu'il montre la taille. Donc quand notre écran, on va dire, là on a 1200 pixels plus ou moins au niveau de div wrapper. Donc je vais le dire, je vais créer une div, un media query où la taille maximale doit être, on va dire, 1200 pixels. Bon, là il est 1200, donc avec 20% de plus, on va dire 1300 pixels. Donc ça me permet de savoir à partir d'où est-ce que je dois appliquer la taille particulière à mon div central, à ma div centrale. Donc là je copie, je ne vais pas m'embêter à réécrire tout. Je sais que la règle de media query c'est comme ça. Donc je préfère mettre d'abord les plus petites et après les plus grandes. Donc je sais que là j'ai copié et j'ai collé. Donc je me suis dit que la taille maximale à partir d'où la modification doit être prise en compte, c'était 1200, 1300 pixels, on va dire, à partir de là. Et la taille minimale, on va dire 600 pixels. On va voir pourquoi. Pour l'instant, je l'ai fait, je note le numéro, c'est peut-être ça va bouger. Et donc je vais dire qu'à partir de là, c'est le div que je dois modifier, c'est le div ID Container Centre. D'accord? Donc c'est ce div là qui doit prendre l'espace qui a été laissé vide par le conteneur droit. Donc, je prends le nom de la div, c'est l'ID Container Centre. Je viens à CSS, je remplace bloc parce que c'est pas le bloc que je vais modifier, c'est le conteneur centre. Et comme il s'agit d'un ID, donc je mets DS conteneur centre. Je regarde que tout soit bien mis, je viens à l'intérieur et que toutes mes codes soient fermés. Là je suis en train de faire une petite erreur. Pourquoi? Parce que cette code correspondait à cette accolade d'ouverture, ça correspondait à celle-ci. J'étais en train de la mettre après. Tandis que là, c'est la bonne. Ça correspond à celle-ci et conteneur centre. Donc conteneur centre, là pour l'instant, on se disait que pour la CSS basique, en principe, le conteneur centre il faisait 40%. Donc à partir de 1300 pixels, la taille ne va pas faire la largeur, ça va pas être 40%, elle va correspondre, on va dire 60% pour ne pas avoir une erreur directe. J'enregistre. Là, je n'ai pas bougé mon HTML, hein. Là je suis en train de toucher seulement la CSS. Voilà, là il a peut-être il faut que je le mette pas de 1200. Voilà, là il a été pris en compte, il faudrait que je le mette encore un tout petit peu avant. Donc au lieu de que ce soit 1300, je vais le mettre 1400. J'enregistre, je reviens, CTRL, voilà. Donc ici, ça a été pris en compte. Voilà, et donc la transition s'est faite automatiquement. Donc dès lorsque mon écran il arrive à cette taille-là, vous voyez, et il a pris la totalité de la largeur et toujours de façon harmonique afin de que il conserve ces positionnements-là. Et là, pour le coup, si vous voyez bien. Donc il descend un petit peu trop tôt. Il descend un petit peu trop tôt. Donc là, ici, ce que je parlais de la taille minimale, ne doit pas être 600. On va dire que ça va être. J'ai fait une petite modification. Donc au lieu de. Là, je vais organiser bien comme il faut. Parfait. Donc nous, on va dire que la taille maximale, c'était tout à l'heure 1400 pixels. À partir de 1400 pixels. Ok, j'ai fait une petite modification, donc
la taille maximale on avait utilisée tout à l'heure, donc à partir du moment où il y a un premier changement, où vous voyez que le bloc il descendait, il se mettait par la suite de bloc flotté. Donc là je l'ai modifié. Et j'ai ajouté, je modifié cette taille, donc au lieu de que ce soit à 600, ce que j'avais mis auparavant, j'ai fait 1080. Là je l'ai fait grâce à ces modules-là, toujours. Je peux afficher la taille de ma fenêtre. Donc là pour l'instant il a une taille, cette taille-là, donc si je sais qu'à partir de cette taille-là ça a changé, je peux le demander. C'est dommage qu'il ne les fait pas, mais de façon automatique, dès que lorsque je redimensionne il ne les montre pas. Il faut que je le demande à chaque fois. Et je me suis dit que à partir de 1400 pixels comme taille minimale, il peut garder cette taille de 60 pixels, mais que à partir de 1079 pixels comme taille maximale jusqu'à 481 pixels, bah, le conteneur centre doit avoir cette taille, la taille de 50%. Regardez ce que ça donne. Donc là, si je modifie, bah, lui il va s'adapter automatiquement, même si je réduis la taille, bah, là il va rester ici, il va garder la position totale jusqu'au ces points là. Donc je peux dire ici par exemple, à partir de ce point là particulier, je vais voir quelle est la taille de la fenêtre, 878 pixels, 800, on va dire la zone d'affichage, c'est ce qu'on voit ici, c'est 866 pixels. Donc je peux créer un autre Media Query à partir d'ici. Donc je prends bien tout, je le mets ici parce que ça va être un petit Media Query. Et je vais dire que la taille maximale va être 860. Allez, 869 pixels. Ici, je modifie la taille minimale. Je mets 870 pixels. Et là, je vais mettre au lieu de 4, je peux garder les 480 pixels, 480 pixels. Et ici, je vais mettre pour qu'il n'y ait pas de soucis, pour qu'il n'y ait pas de chevauchage, et ça ne se chevauche pas, 479. Et là, je vais mettre que tous les conteneurs et la largeur à 100%, afin de que lorsqu'on est ici dans cette taille là, tous ils viennent occuper l'espace, tout l'espace. Et comme je fais, donc je vais non seulement modifier le conteneur centre, mais je vais modifier tous les conteneurs. Donc je prends tous, je les mets ici à l'intérieur de ces Media Query particuliers. Regardez, bam, je vais l'ajouter. Donc conteneur gauche, width, on va dire automatique. On va voir si ça fonctionne. Pareil, conteneur centre, au lieu que ce soit fixé, je vais le mettre auto en pourcentage. Et là, pareil, lui, auto. D'accord? On va voir ce que ça donne. J'enregistre. Je l'agrandis un petit peu. Je fais CTRL-SHIFT-R pour vider mon cache, CTRL-SHIFT-R plusieurs fois. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc du coup là ça prend toute la largeur. Et donc, du coup si je me retrouve avec un outil de cette taille là, cette taille là ou cette taille là ou cette taille là, lui va, mes blocs vont prendre toute la largeur. Donc ça va être très joli, très bien intégré. Et là pour le coup on a fait sans trop de problèmes, des pages, une page très adaptable. Regardez, donc c'est un graphisme à 100% liquide. Donc une base à la responsivité. Même je peux étendre ma réflexion et à partir de que je me trouve ici, donc je peux dire qu'au lieu que ça fasse 60%, il fasse encore plus. Et je peux encore modifier des choses. Regardez, donc pour le rendre plus beau, si j'ai un écran comme ça. Regardez ce qui se passe avec ces blocs là. Donc je peux le dire à ces blocs là, que c'est le bloc 3, que se positionne juste en bas d'ici pour qu'ils prennent la largeur totale pour que le contact soit plus beau. On va le faire par exemple.
Là, ça va être le bloc à partir de 1400 et quelques. C'est celui-ci. Voilà. Donc là, je peux dire que à partir de là, mon conteneur droit et une largeur photo. Voilà, on va voir ce que ça donne. J'enregistre. Regardez ce que ça donne. Tac. Là, quand il commence à prendre place, là je la vois et regardez. Là, ça a une belle largeur photo. Et si je réduis, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir que je l'indique pour tout le monde, pour les autres conteneurs, pour les autres media query. Donc je le fais. Pardon, trouver. Donc c'est media query qui c'est encore plus petit. J'ajoute donc conteneur droit. Et là, à partir de là, donc le media query il a déjà une valeur automatique, donc c'est parfait. Celui-ci je l'efface parce qu'il fait absolument rien. Là il y a un media query qui n'est pas fonctionnel. Ça je vais l'effacer. Je vais mettre ici un commentaire, donc le media query. Voilà, comme ça je sais qu'à partir de là, j'ai mes media query. Je sais que ici, je vais mettre media query. Petit écran. Là, je vais mettre aussi un autre media query de écran taille moyenne. Là, ça va être une media query des grande taille. D'accord. Donc là, j'ai créé 3 media queries différents pour 3 tailles d'écran différentes. Là j'ai enregistré, comme c'est des commentaires, ça s'affiche pas, et si je rafraîchis, regardez ce que ça donne. Là ma partie contact, sauf quand il s'agit d'un très grand écran, il se maintient là, mais à partir d'ici, regardez, il prend de 5% de la place, comme si il s'agissait d'un pied de page, et même si je réduis encore, voilà, ça prend le 5% à chaque fois. Jusqu'ici, et c'était un des premiers cas qu'on avait traité, c'était le cas de la taille minimale quand on s'est retrouvé à moins de 340 pixels, tout garder cette largeur là. Donc voilà, c'était une explication sur le media query. J'espère que c'est clair, sinon vous pouvez venir vers moi au niveau de mon blog. Et il faut savoir, là par exemple on a un petit saut, regardez. Donc quand on a ça, il faut justement voir quelle est la taille avec cet élément là et corriger ces petits sauts de graphisme, parce que il va à chaque fois les faire. Mais bon, c'est pas très bien grave, vous allez modifier ça de votre côté. Je vous remercie pour l'attention que vous avez prêtée à cette vidéo et j'espère que ça va être utile pour vous. Merci, au revoir.